La conversation, jusque-là anodine, a pris un tournant totalement inattendu, il a commencé à parler de nos pieds. Quand j'étais plus jeune, je vivais dans un appartement avec mon ancienne meilleure amie, une autre fille du même âge. Un jour où nous avions toutes les deux congé, nous sommes rentrés à l'appartement après avoir fait une course et avons trouvé notre voisin, un homme dans la quarantaine, debout dans le couloir, l'air préoccupé. Nous ne lui avions jamais parlé auparavant, mais il vivait en diagonale par rapport à notre porte, donc nous le connaissions de vue. Nous savions qu'il vivait là avec sa femme et, puisqu'il utilisait parfois une canne pour se guider lorsqu'il était seul, nous avions compris qu'il avait une déficience visuelle. Ce détail est important pour la suite. Il s'est approché de nous et a expliqué qu'il s'était enfermé dehors et que sa femme ne répondait pas à son téléphone. Il ne savait pas quand elle rentrerait. Il nous a alors demandé s'il pouvait attendre chez nous. À ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi nous l'avons laissé entrer, ce que nous avons fait. La vérité, c'est que nous étions jeunes et, même si nous avons échangé des regards hésitants, nous étions trop naïfs pour dire non. Nous nous sentions mal qu'il soit coincé dehors, et nous nous sommes dit qu'à 2 contre 1, nous pouvions nous défendre en cas de problème. Il est donc entré dans notre appartement et, malgré ce nouvel environnement, il s'est montré bien plus à l'aise que ce à quoi nous nous attendions. Je me suis dit que son appartement devait être similaire au nôtre, ou que je sous-estimais peut-être ses capacités en raison de mes propres préjugés sur la déficience visuelle. Cependant, ce n'est pas cela qui nous a mis mal à l'aise. 1 heure est passée, puis 2 et toujours aucune nouvelle de sa femme. À un moment donné, il a demandé à utiliser mon téléphone parce que le sien était déchargé, je doute que ce soit vrai pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Je lui ai tendu mon téléphone et ai composé le numéro de sa femme pour lui, mais elle n'a pas répondu. 3 heures se sont écoulées, et il était maintenant extrêmement à l'aise dans notre appartement. À tel point que la conversation, jusque-là anodine, a pris un tournant totalement inattendu, il a commencé à parler de nos pieds. Il a commenté la taille, la forme et la cambrure de nos pieds, des détails visuels qu'il décrivait aussi naturellement que s'il parlait de la météo. Pire encore, il a ramassé plusieurs paires de chaussures près de notre porte d'entrée et a deviné à qui elles appartenaient en fonction de ses critères. La plupart du temps, il devinait juste, et ses descriptions étaient à la fois précises et étrangement enthousiastes. Nous n'avons rien dit parce que, à ce stade, nous étions complètement terrifiés. Nous ne savions pas si tout cela était prémédité. Bien que nous ayons déjà vu sa femme et savions donc qu'elle existait, il était clair que son histoire pouvait être un mensonge, ou qu'il profitait de la situation pour satisfaire des envies malsaines. Quoi qu'il en soit, il ne semblait pas pressé de partir. Chaque tentative de contacter sa femme était initiée par nous. Son comportement restait amical et décontracté, mais cela semblait calculé, comme s'il testait nos réactions. Finalement, nous avons trouvé un prétexte pour nous retirer ensemble dans la pièce la plus éloignée. Là, nous avons appelé mes parents en chuchotant pour leur demander conseil. Après nous avoir sévèrement réprimandés pour notre imprudence, ils nous ont dit de le faire partir immédiatement, peu importe comment. Nous avons prétendu que nous devions partir travailler. Comme nous faisions souvent du covoiturage pour aller à notre travail commun, cela semblait crédible. Nous nous sommes changés en uniforme de chez Target et sommes sortis lui dire que nous devions partir. J'ai aussi passé un appel à mon père devant lui, de manière décontractée, pour qu'il sache que quelqu'un était au courant de sa présence. À contre-séhure, il est parti. Quand nous sommes sortis dans le couloir, il a repris sa place initiale, comme si de rien n'était. Nous avons décidé d'aller chez un ami pour nous mettre en sécurité. Le lendemain, sa femme a appelé mon téléphone pour me remercier de l'avoir aidé. Elle était tellement reconnaissante qu'elle nous a invités, à plusieurs reprises, à venir dîner chez eux, surtout moi, seul. J'ai décliné chaque fois. Elle a continué à appeler plusieurs fois par jour pendant environ 1 mois, laissant des messages vocaux lorsque je ne répondais pas. Finalement, les appels ont cessé. Mais à chaque fois que je les croisais dans le bâtiment, j'étais terrifié qu'ils m'approchent. Heureusement, ils ne l'ont jamais fait. Je regrette profondément de ne pas avoir signalé cet incident à notre propriétaire. J'espère qu'ils n'ont blessé personne d'autre.
Quand j'avais environ 8 ans, mes parents, mon petit frère et moi sommes partis passer les vacances de Noël dans notre maison de village, située dans les montagnes. Avant de commencer à raconter l'histoire, il faut que je vous décrive un peu la maison et les alentours. Elle se trouve dans un petit village isolé, avec une cinquantaine d'habitants. Les maisons sont toutes assez éloignées les unes des autres, séparées par des forêts et des oliveraies. La maison elle-même était en forme de L. À l'extrémité supérieure du L, il y avait une petite chambre avec 2 lits simples et un lit double. À la base du L, là où les deux parties se rejoignent, se trouvait la porte d'entrée, le salon et la cuisine. Un petit couloir menait à la salle de bain, et les murs étaient incroyablement épais, d'environ 1 mètre, ce qui rendait la maison encore plus ancienne et mystérieuse. Jour 1. Depuis mon plus jeune âge, j'avais du mal à dormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit toute la nuit, à peine capable de fermer l'œil. C'était une habitude qui remontait à mes premiers souvenirs. Cette nuit-là, je n'avais rien à faire à part rejouer la journée dans ma tête ou chercher des moyens de ne pas déranger mes parents qui dormaient dans la même pièce. Après 1 heure ou 2 à essayer de trouver le sommeil, je commençais à entendre un bruit, la fenêtre au-dessus de mon lit bougeait à cause du vent froid. Je me levai alors pour regarder dehors. Il neigeait à gros flocons, et tout semblait calme, presque irréel. Je me perdais dans mes pensées, imaginant des scénarios farfelus, des histoires d'enfants, comme souvent à cet âge-là. Cela faisait déjà 1 heure que je regardais par la fenêtre lorsque j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. À environ 100 mètres, près d'un arbre, il y avait une silhouette. Je ne pouvais pas bien distinguer, mais quelque chose ne semblait pas normal. La figure était grande, très grande, bien plus que celle d'un humain, et ses proportions étaient étranges. Il mesurait probablement plus de 2,40 mètres, la hauteur d'un olivier. Il ne bougeait pas, il restait là, figé, comme une statue. Le matin, je racontais tout ça à mon père. Il m'a dit que c'était sûrement un simple morceau de tissu accroché à un arbre, un vestige des vêtements que l'on utilise pour marquer les limites des terrains. J'ai bien essayé de lui expliquer que ce n'était pas ça, mais il m'a rassuré en me disant qu'on irait voir le lendemain pour vérifier. Mais quand nous sommes allés sur place, il n'y avait rien, pas la moindre trace dans la neige. Mon père a alors affirmé que c'était probablement un effet d'optique, et il m'a dit de ne pas trop y penser. Jour 2, la journée s'est déroulée normalement. J'ai joué dehors, mon père a coupé du bois pour la cheminée, et on a passé un moment tranquille en famille, surtout parce qu'il n'y avait pas de réseau pour regarder des films sur l'ordinateur portable. Le soir, cependant, la même chose s'est produite. J'étais allongé dans mon lit, encore une fois incapable de trouver le sommeil, lorsque j'ai entendu le même bruit, le crissement de la fenêtre qui se déplace à cause du froid. Cette fois-ci, je me suis levé, excité à l'idée de jouer à nouveau avec mes pensées, mais dès que je me suis penché vers la fenêtre, j'ai figé sur place. Là, à environ 30 mètres, derrière un arbre, je pouvais voir la même silhouette, mais cette fois, elle était bien plus près. Elle était bizarrement tordue. Ses bras pendaient bas, presque jusqu'au sol. Sa posture était courbée, comme si sa colonne vertébrale était déformée. Et il était nu, sans aucun vêtement, en pleine neige, dans un froid glacial. J'ai décidé de le fixer, de ne pas détourner le regard. Pendant 10 longues minutes, je l'ai observé, mais il ne bougeait pas. Puis, dans une impulsion de panique, j'ai crié pour réveiller mes parents. Ils ont réagi immédiatement, se levant et se précipitant dehors sans même prendre le temps de s'habiller. Mon père a pris son fusil, pensant que quelqu'un pouvait être dans les parages. Nous avons marché jusqu'à l'endroit où je l'avais vu, mais encore une fois, il n'y avait rien. Pas de traces dans la neige, rien. À ce moment-là, même si ma mère avait l'air plus calme, elle m'a conseillé de retourner me coucher et de ne pas trop m'inquiéter. Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Jour 3, le lendemain, j'étais toujours sur mes gardes. Nous avons passé du temps avec des cousins et des parents âgés que je n'avais jamais revus, mais j'étais bien trop préoccupé par ce qui s'était passé la nuit précédente pour m'intéresser à eux. Je n'ai pas joué avec mon petit frère comme j'aurais dû. Au lieu de cela, je suis resté à la fenêtre, scrutant la neige et les arbres. Le temps passait lentement, et il ne se passait rien. 1 heure s'est écoulée, puis 2, et j'ai commencé à me dire que j'avais sûrement imaginé tout ça.
Mais juste avant de perdre tout espoir, je l'ai vu. Il marchait, cette fois-ci à une trentaine de mètres de la maison, tout droit vers nous. Il était sorti du bois, à côté de la forêt dense, et il se dirigeait exactement vers l'endroit où je me trouvais. Mon cœur a fait un bond. J'ai crié aussi fort que je pouvais, « Il est là, il vient vers nous !» Tout le monde s'est précipité dehors, sans même prendre le temps de s'habiller. Mon père avait son fusil, et ils ont tous cherché, mais encore une fois, rien. Pas la moindre trace. Personne n'a parlé, et cette fois-ci, même ma mère m'a dit calmement de retourner me coucher, mais je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Jour 4. Le lendemain matin, j'étais épuisé. J'avais une sensation étrange, comme si tout ça n'était qu'un mauvais rêve, mais il n'y avait rien de logique dans tout cela. Après le dîner, ma mère m'a préparé une autre tasse de thé pour me calmer, et j'ai finalement réussi à m'endormir. Mais en pleine nuit, je me suis réveillé à cause du même bruit, la fenêtre qui bougeait. J'ai alors eu la sensation d'être observé. Je me suis levé pour vérifier, et là je l'ai vu. C'était lui. Mais cette fois, ses yeux étaient totalement noirs, ses pupilles minuscules comme des cailloux. Son visage était figé dans une expression étrange, un sourire démesuré qui semblait peint. Il était grand, trop grand, et sa tête était disproportionnée par rapport à son corps. Il ne bougeait pas, il restait là, juste devant la fenêtre, tout en blanc, comme s'il faisait partie de la neige elle-même. Je suis tombé en arrière, terrorisé, et mes parents se sont immédiatement réveillés. Ils ont essayé de me rassurer, mais je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Ma mère m'a préparé un autre thé, et j'ai finalement réussi à m'endormir. Mais quelque chose en moi savait que tout ça n'était pas fini. Le lendemain, mes parents ont décidé qu'il était temps de rentrer à la maison pour le nouvel an. En me levant, j'ai remarqué quelque chose au pied de mon lit, une petite poupée faite de cordes. Je l'ai gardée jusqu'à mes 14 ou 15 ans, avant de la perdre lors d'un déménagement. Ma mère l'avait probablement trouvée et jetée, mais moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette poupée avait quelque chose à voir avec lui. J'ai travaillé comme hôtesse de l'air pendant quelques années, après avoir pris une longue pause sabbatique de l'université. Au cours de cette période, j'ai eu quelques rencontres un peu bizarres et des situations inquiétantes, mais il y en a une qui, encore aujourd'hui, me donne la chair de poule plus que toutes les autres. Je suis originaire du Texas, mais j'avais déménagé à New York lorsque j'avais 21 ans. Quand j'ai appris qu'au début d'un voyage d'une semaine, je passerais quelques nuits à Austin, j'étais super excité à l'idée de retrouver ma ville natale pour quelques jours. Mon frère vivait juste au nord de la ville, et nous avions prévu de nous retrouver pour dîner après son travail, et le jour suivant, nous allions retrouver notre père qui vivait à environ 1 heure de là. Tout se passait bien, j'arrive à l'hôtel du centre-ville avec l'équipage, nous faisons notre check-in, et chacun se dirige vers sa chambre. Un court trajet en ascenseur, et j'arrive dans ma chambre. À peine 5 minutes après m'être installé, il y a un bruit sourd et fort contre la porte. Il n'était même pas 14 heures, et je n'avais pas encore contacté mon père ni mon frère pour leur dire que j'étais en ville, donc il était impossible qu'ils sachent quel était mon numéro de chambre. Je pensais que ça devait être un des membres de l'équipage, alors je me dirige vers la porte. Mais avant même d'arriver près de la porte, une voix grave et autoritaire d'un homme résonne de l'autre côté. La réception m'a envoyé à propos du problème de salle de bain que vous avez signalé. Il tente d'ouvrir la porte. Ouvrez, mademoiselle, je dois entrer maintenant. Je me fige instantanément. Je n'avais même pas mis les pieds dans la salle de bain, et je n'avais pas appelé la réception pour quoi que ce soit. C'était déjà étrange. Je suis une fille plutôt petite, et bien que je n'ai jamais été du genre à me laisser intimider malgré ma taille, je préfère rester prudente. Lentement, je me rapproche de la porte et j'essaie de regarder par le judas. Tout ce que je vois, c'est qu'il est grand, au moins 1m80, et il a l'air bien plus lourd que moi, sûrement le double de mon poids. Pas question de lui ouvrir la porte. Je lui réponds donc qu'il doit avoir fait erreur de chambre. Il continue de frapper fort contre la porte, tout en tournant la poignée de manière insistante, et il me dit que, peu importe ce qu'il en coûte, il doit entrer. Je panique, mais je suis assez lucide pour prendre le téléphone et appeler la réception.
La concierge me confirme qu'aucune demande n'a été faite concernant la salle de bain et qu'aucun technicien n'a été envoyé à ma chambre. Pendant tout ce temps, l'homme continue de frapper et de hurler, déterminé à entrer. Heureusement, la réception a envoyé la sécurité au même moment. Quelques secondes plus tard, j'entends les agents de sécurité arriver dans le couloir. Ils lui demandent qui il est, ce qu'il fait ici, et lui ordonnent de quitter l'hôtel. L'homme devient immédiatement hostile, il s'énerve, et la réception, que je suis toujours en ligne avec, me dit que la police a été appelée et qu'ils sont en route. À ce moment-là, je suis enfermé dans ma chambre, terrifié. Pour résumer, les policiers arrivent rapidement et réussissent à arrêter l'homme pour intrusion et menace criminelle ou quelque chose du genre. Plus tard, j'ai découvert que cet homme était recherché pour une série de cambriolages et d'agressions sexuelles violentes à Austin. Il m'avait repéré dès mon entrée dans le hall de l'hôtel et m'avait suivi jusqu'à ma chambre. Apparemment, j'étais exactement le type de victime qu'il ciblait. Rien d'autre ne s'est passé après ça, mais l'expérience m'a profondément perturbé pendant le reste de mon séjour à l'hôtel. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder autour de moi à chaque instant, et je n'ai jamais été aussi vigilante dans un hôtel de ma vie. Même si la situation a été résolue rapidement, le simple fait de savoir qu'il m'avait observé si longtemps et que j'étais tombé directement dans sa ligne de mire m'a glacé le sang. Pour commencer, je suis une fille blanche vivant dans une région très reculée du Japon, donc je me fais souvent remarquer. Il y a environ 2 semaines, j'ai décidé d'aller voir un film et de faire quelques achats, car il fait très froid là où je vis et je n'avais que des vêtements d'été. Comme le centre commercial et le cinéma les plus proches sont à 1 heure de route, je voulais profiter de ma journée et j'ai fini par aller voir Joker vers 21 h après avoir fait du shopping. Tout s'est bien passé jusqu'à la fin du film. Cependant, en entrant dans la salle, j'ai remarqué un homme qui s'est assis juste derrière moi. Je me suis dit peu importe, en supposant qu'il avait peut-être juste choisi cette place parce qu'il aimait être au fond de la salle. Après les films au Japon, il est très courant que les spectateurs restent assis jusqu'à la fin du générique. Mais comme il était tard et que je devais conduire 1 heure pour rentrer, je me suis levé dès que le film s'est terminé. Dès que je me suis levé, l'homme derrière moi s'est levé aussi. Nous avons échangé un regard étrange, il avait quelque chose d'assez bizarre, mais je n'y ai pas trop pensé sur le moment à cause de la fatigue. Je suis ensuite allé aux toilettes, et j'ai vu qu'il marchait lentement derrière moi. Il s'est arrêté juste devant les toilettes et a attendu, tout seul, en me regardant entrer. Là, ça a vraiment commencé à devenir inquiétant. Pour me calmer et voir s'il partirait, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps dans les toilettes. Mais non. Quand je suis sorti, il était toujours là, fixant l'entrée. Heureusement, le générique venait de se terminer et 2 autres femmes du cinéma sont sorties au même moment. Il n'y avait que nous 4 dans toute la salle. Nous avons quitté le bâtiment ensemble et sommes montés dans le même ascenseur que lui. Il portait aussi un long manteau qui rendait sa présence encore plus inquiétante. Dans l'ascenseur, il continuait à me fixer sans dire un mot. À la sortie, j'ai commencé à marcher rapidement vers ma voiture, qui était garée assez loin. Quand je me suis retourné, je l'ai vu, immobile, debout devant l'entrée, me regardant courir jusqu'à ma voiture. Quand je suis arrivé à ma voiture, je l'ai vu assis dans la sienne, moteur éteint. Il semblait m'attendre. Prise de panique, j'ai décidé d'attendre un peu dans ma voiture pour voir s'il bougerait. Mais il est resté là, immobile, pendant 5 minutes. À ce moment-là, j'étais vraiment effrayé. J'ai démarré ma voiture et j'ai quitté le parking aussi vite que possible. Dès que j'ai mis le moteur en marche, il a aussi allumé sa voiture. Heureusement, j'étais plus rapide et il n'a pas pu me suivre. J'ai conduit directement chez moi, le cœur battant à toute vitesse. Je ne veux même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas agi aussi vite. C'était l'été 2016 et je venais d'épouser ma petite amie de longue date. Au cours de nos 12 ans de relation, nous avions voyagé plusieurs fois à la montagne, en été comme en hiver, pour camper mais aussi pour séjourner dans de jolis hôtels de montagne et faire du snowboard. Naturellement, nous avons convenu que ce serait ainsi que nous voulions passer les premières semaines de notre mariage.
Nous avons réservé un séjour de 20 jours dans un camping en montagne à l'autre bout du pays. Nous avons également décidé d'emmener nos chiens, car eux aussi adorent être dehors et nous les emmenons toujours en camping. Après 2 jours de road trip, nous sommes enfin arrivés, avons rapidement monté notre tente et nous sommes installés pour un long séjour à la montagne. C'était magnifique. Quelques jours après notre arrivée, nous avions déjà rencontré pas mal d'autres campeurs. Nous sommes des campeurs expérimentés, donc on attire souvent l'attention des campeurs novices qui nous demandent des outils ou des fournitures en voyant que nous sommes bien installés. Nous sommes généralement heureux de les aider avec des allumettes, du sucre, de la crème ou à monter leur équipement. C'est le 4e ou 5e jour quand elle est apparue pour la première fois. Je vais l'appeler « elle », car nous n'avons jamais su son nom. Nous étions assis sous l'ombre d'un grand pin, en train de boire des bières et de jouer aux cartes, quand elle est soudainement apparue, comme par magie. Elle nous a demandé « Puis-je caresser votre chien ?» Même mes chiens ne l'avaient pas vue arriver et ont réagi en aboyant bruyamment. Comme ils étaient déjà un peu nerveux, j'ai poliment refusé. Puis elle est restée là, immobile, juste à la limite de notre campement. Elle ne disait rien, ne regardait rien en particulier, elle se contentait de rester là sans bouger. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, mais elle a répondu non. Après quelques minutes de silence, elle est repartie. Je travaille avec des personnes ayant des traumatismes crâniens, donc j'ai l'habitude des comportements bizarres, des gens avec de mauvaises compétences sociales. Je ne voulais donc pas juger trop vite, mais il fallait bien admettre que cette personne attirait notre attention. Je l'ai suivie des yeux lorsqu'elle est partie et a traversé le chemin pour aller s'installer sur un autre campement, quelques sites plus loin. Il y avait déjà une petite tente montée sur cet emplacement, mais elle a sorti une tente encore plus petite, pour une personne, de son sac et a commencé à la monter. Le jour précédent, nous avions vu 2 jeunes filles installer leur tente sur ce site, et elles étaient clairement les occupants. Nous n'avons pas eu d'autres interactions avec elles ce jour-là, mais nous avons remarqué que les propriétaires de la tente n'étaient pas là ce jour-là, et nous ne les avons pas vus revenir cette nuit-là. Le lendemain matin, en allant me doucher, je suis passé près de son campement et j'ai vu qu'elle était assise dans sa petite tente, en train de lire un livre. La porte de la tente était ouverte. Je n'ai pas fait attention et ai continué mon chemin vers la douche. Quand je suis revenu de la douche, j'ai remarqué que sa tente était fermée, mais qu'elle bougeait légèrement, ce qui signifie qu'il y avait quelqu'un dedans. Puis, elle a fait une apparition inoubliable. Juste au moment où je passais près de son campement, elle a ouvert la fermeture éclair de sa tente et je l'ai vue entièrement nue. Elle s'est alors étirée de manière théâtrale, comme dans une sorte de rituel de parade, avec les bras tendus vers le ciel et la poitrine en avant, accompagnée d'un gémissement que je n'arriverai jamais à oublier. C'était comme si elle me faisait une démonstration privée. J'ai continué mon chemin sans rien dire, et j'ai raconté ce que j'avais vu à ma femme. Nous avons bien ri et avons poursuivi nos plans pour une randonnée sur un sentier qui menait à une belle cascade. Le sentier était accessible depuis le camping, donc pas besoin de voiture. Nous avons donc marché pendant 2 kilomètres avant d'arriver au point de départ. Nous avons marché à un bon rythme, donc, une fois arrivés sur le sentier, nous avons décidé de faire une petite pause pour prendre quelques photos des montagnes autour de nous. Après environ 5 minutes, alors que ma femme prenait des photos, elle est apparue à l'entrée du sentier, venant du camping. Au début, je me suis dit, d'accord, c'est juste une coïncidence, elle campe ici, c'est un sentier fréquenté. Mais lorsqu'elle a vu que je la regardais, elle s'est arrêtée net, comme si elle attendait quelque chose. Elle ne faisait rien de particulier, elle se contentait de nous fixer. À ce moment, j'ai dit à ma femme, je pense qu'on a une stalker. Ma femme a regardé dans la même direction et a été immédiatement un peu perturbée par son comportement. Je me suis dit que ce n'était probablement rien, peut-être qu'elle faisait juste une promenade. Mais au bout de quelques minutes, elle a commencé à nous suivre à une distance constante, sans jamais nous dépasser. Nos chiens étaient un peu distraits par sa présence, surtout notre jeune chien qui se retournait sans cesse pour la regarder. Un peu agacé que le chien s'arrête à chaque fois pour la regarder, j'ai décidé qu'on allait faire une pause pour laisser cette femme nous dépasser. Mais non, dès que nous nous sommes arrêtés, elle a fait de même et s'est arrêtée à son tour. Là, on a commencé à se sentir vraiment mal à l'aise, et j'ai eu l'impression qu'elle ne voulait pas nous laisser tranquilles. C'était comme une scène de film d'horreur,
et je me suis demandé quelles étaient ses intentions. Nous avons donc décidé de couper court à la randonnée en prenant un sentier plus court, juste pour échapper à la situation. Nous avons accéléré le pas pour nous éloigner et elle est restée derrière, sans nous suivre de trop près. Nous n'avons pas revu cette femme jusqu'au soir. Ce soir-là, ma femme a décidé de prendre une douche au camping. Lorsqu'elle est revenue, elle m'a expliqué que notre stalker était aussi dans les douches, mais cette fois, elle était accompagnée de 2 autres filles, visiblement en train de se préparer pour une soirée en ville. Il y a une petite station de ski à proximité, avec des bars et des boîtes de nuit, donc ça ne nous paraissait pas étrange qu'elle se prépare pour sortir. Mais ce qui était bizarre, c'était que les 2 autres filles, bien qu'elles semblaient très proches, n'avaient pas l'air d'être amies avec la stalker. Elle essayait visiblement de s'incruster dans leur plan, cherchant à se lier d'amitié avec elle. Mais les filles étaient clairement mal à l'aise avec elle. Quand ma femme leur a demandé pourquoi elle ne l'avait pas signalé à la gestion du camping, elles ont répondu qu'elles n'avaient pas voulu créer un scandale, car elles partaient le lendemain. Le soir venu, nous étions tous un peu éméchés après une journée de boissons et de rire. À environ 23 heures, notre stalker est apparue à nouveau, et cette fois, elle s'est approchée de notre campement. Elle nous a demandé si elle pouvait dormir avec nous, en ajoutant qu'on pourrait s'amuser ensemble. Un de nos amis, qui avait bien bu, a répondu sans détour, « Tu viens de nous proposer un gangbang ?» Pendant que je sirotais mon whisky, je ne prêtais pas beaucoup attention à elle, mais quand elle a tourné la tête et m'a regardé en disant « J'aime bien ton ami », là, j'ai vraiment eu un frisson. C'est à ce moment que j'ai décidé que si jamais elle revenait avec de nouvelles attitudes bizarres, j'appellerais immédiatement le garde forestier. Les choses devenaient un peu trop étranges. Plus tard dans la nuit, alors que nous revenions des sanitaires, ma femme m'a attiré l'attention sur un détail étrange, le campement de la stalker était complètement détruit. Des affaires éparpillées partout, de la nourriture, des vêtements, des déchets, son campement était un vrai champ de bataille. Et sa tente avait disparu. Après tout ça, le garde forestier faisait sa ronde et passait par là. Nous avons expliqué notre situation, et il nous a confirmé qu'il allait se rendre dans le secteur pour enquêter. Nous ne l'avons plus revu pendant le reste de notre séjour. Le dernier jour, nous avons eu la surprise de la revoir une dernière fois, à un point de vue, alors que nous profitions du coucher de soleil. Elle se tenait dans les bois, à une certaine distance, en train de nous observer. Puis, après quelques minutes, elle est arrivée près de nous, a pris place sur un rocher et s'est simplement assise, sans dire un mot. Ma femme a eu l'idée de prendre une photo pour garder une trace de sa présence, juste au cas où quelque chose arriverait avant notre départ. Après cette dernière rencontre étrange, nous avons quitté les montagnes et, heureusement, n'avons plus jamais eu de nouvelles d'elle. En y repensant, nous avons réalisé qu'elle avait probablement de graves problèmes de santé mentale. Ses comportements étaient bien au-delà du malaise. Nous nous sommes retrouvés dans une situation étrange et un peu effrayante qui, à ce jour, reste un souvenir marquant de notre voyage et du début de notre mariage. En 1998 ou 1999, j'avais environ 5 ou 6 ans et je vivais dans un quartier dangereux du centre-ville, connu pour sa criminalité et ses problèmes de drogue. Notre maison avait un immense jardin arrière, envahi par des arbres épais et des buissons qui semblaient avoir été complètement oubliés, autant par la nature que par les passants. Des seringues de héroïne traînaient par terre, et une vieille moitié de matelas avait été laissée à l'abandon, puis poussée à près de 5 mètres du sol, intégrée aux arbres. Il y avait aussi un sentier utilisé par des inconnus comme raccourci vers la route principale, ce qui attirait des gens peu recommandables. En tant qu'enfant, c'était un véritable cauchemar, et dès notre arrivée, j'étais terrifié. Je me souviens d'avoir constamment plaint à ma mère que quelqu'un me regardait par ma fenêtre quand j'essayais de m'endormir. Une ou 2 fois, j'ai même vu la lueur d'une lampe de poche briller dans ma chambre, et je crois bien avoir aperçu un visage. Ses yeux noirs semblaient brûler à travers moi, et bien que je n'en ai jamais parlé tout de suite, la peur est restée bien ancrée. Ma mère pensait que c'était simplement un cauchemar, et pendant un certain temps, elle a ignoré mes plaintes. Mais un jour, après avoir insisté pour que je me couche, elle m'a emmené dehors pour me prouver que je me trompais. Quand nous sommes allés jeter un œil à la fenêtre, elle a été choquée de découvrir que l'herbe autour de ma fenêtre avait été piétinée jusqu'à en devenir presque morte,
laissant place à de la boue. Il y avait aussi des marques de griffures sur le sol, comme si quelqu'un avait tenté de forcer la fenêtre. Cela m'a figé, même si, étant dans un sous-sol avec une petite fenêtre, briser celle-ci semblait impossible. Mais cela a quand même secoué toute la famille. Ma mère, horrifiée, a commencé à planifier notre départ, bien que notre situation financière ne nous permettait pas de partir immédiatement. C'est à peu près à la même époque que mon meilleur ami, qui était aussi mon voisin, et moi sommes devenus inséparables. On traînait toujours ensemble, sans aucune notion du danger, faisant des bêtises comme demander des bonbons chez les voisins. L'un de nos endroits préférés était chez une vieille dame qui nous offrait toujours des gâteaux, et où on allait souvent traîner, à l'insu de nos parents. Un jour, après avoir été chercher le dîner, nous sommes rentrés chez moi et avons eu une surprise terrifiante. La rue était barricadée par des rubans de scènes de crime, avec plusieurs fourgons de chaînes de télévision et des policiers partout. Un hélicoptère se préparait à se poser. En notre absence, un homme qui n'était pas du quartier, mais qui vivait chez sa mère depuis quelques semaines, était passé devant le jardin de mon meilleur ami et l'avait vu parler au téléphone. Il avait interprété cela comme un signe qu'elle se moquait de lui, et, fou de rage, il était allé chercher un couteau de boucher. Il avait l'intention de la tuer pour l'humilier. En apercevant l'homme revenir avec le couteau, ma meilleure amie a couru se réfugier dans la maison, verrouillant la porte de la salle de bain et appelant la police, heureusement avec le téléphone qu'elle avait déjà en main. Mais sa mère, qui était en cuisine, n'a pas eu cette chance. L'homme l'a attaquée et l'a poignardée à plusieurs reprises. Elle a survécu à ses blessures après de nombreuses opérations, mais elle a eu la chance que le nombre de coups de couteau n'ait pas été plus élevé. Après son arrestation, l'histoire a été largement diffusée dans les médias. Et je me souviens très bien avoir vu l'image de l'agresseur à la télévision. La peur m'a envahi en un instant. L'homme qui avait poignardé ma meilleure amie était aussi celui qui m'avait observé à travers ma fenêtre. Il s'est avéré que nous l'avions rencontré quelques semaines avant, chez cette vieille dame, car il était son fils. Il venait de sortir de prison, et c'est là qu'il avait commencé à nous surveiller. Si seulement j'avais fait plus attention, peut-être aurais-je reconnu la menace, mais je ne l'avais pas remarqué. Nous n'avons finalement pas déménagé. Ma mère pensait que le danger était passé, alors nous sommes restés une année de plus. Mais depuis ce jour-là, je ne ferme jamais mes volets sans m'assurer qu'aucun regard ne s'y cache. Cela s'est passé l'année dernière, quand j'ai commencé un nouveau travail. Mike était en charge de ma formation. Au début, il semblait être un type sympa, on discutait de nos intérêts communs, on déjeunait ensemble, des choses normales entre collègues. Puis un jour, il a commencé à trop partager des détails sur sa vie personnelle, comme « je déteste ma femme », qui, à ce moment-là, était enceinte, ou encore « si je te dis que je me suis coupé à un endroit que Dieu et moi seuls pouvons voir, ça t'intéresserait de savoir où ». Pour te donner une idée, ça faisait à peine 3 semaines que je connaissais Mike quand il a commencé à dire ce genre de choses. Et la chose la plus personnelle que je lui avais partagée jusque-là, c'était que j'avais pris du Prozac durant ma première année à l'université, mais je ne pensais pas que c'était un grand drame, vu que les médecins en prescrivent comme des bonbons. Bref, je ne voulais pas le contrarier, parce que si je le faisais, qui sait s'il ne commencerait pas à dire des choses sur moi au manager. Alors, j'essayais de changer de sujet quand ça allait trop loin, ce qui devenait de plus en plus fréquent. J'évitais aussi de me retrouver seul avec lui autant que possible. Cela n'a pas empêché Mike de décider que j'étais désormais sa meilleure amie ou sa sœur. Il a commencé à me surnommer « ma sœur d'une autre mère », puis simplement « ma sœur » devant d'autres collègues. Les premières fois, je me suis forcé à en rire, mais au bout d'un moment, ça a cessé d'être drôle, parce qu'il semblait vraiment croire que c'était un fait établi. Il a même tenté de rendre notre relation officielle sur Facebook, je l'avais ajouté avec quelques autres collègues, une erreur monumentale. À ce moment-là, mon véritable frère commençait à vouloir avoir une conversation avec ce type, mais je lui ai dit que ce n'était pas grave et que j'essayerais de me sortir de cette situation en douceur. Eh bien, en douceur, ça n'a pas marché. Un jour, je déjeunais avec un autre collègue dans la cantine. Petit détail, ce gars avait suivi le même cursus que moi, mais pas la même année, alors on avait beaucoup de choses à se dire et j'appréciais vraiment d'avoir quelqu'un de mon âge pour discuter. Bref,
je vois Mike me regarder avec un regard assassin de l'autre côté de la pièce, lui était assis tout seul, dans une posture très évidente du genre « Regarde ce que tu me fais ». Le soir même, ce collègue m'envoie un message sur Facebook en me montrant des captures d'écran de ce que Mike lui avait écrit sur Slack à propos de moi. Il disait des trucs comme « Je vais la protéger jusqu'à ma dernière respiration contre des salopards comme toi, et, si tu lui brises le cœur, je te brise les os. » C'était du plus grand n'importe quoi et franchement terrifiant. Mon collègue, un peu abasourdi, me demande si je lui ai dit qu'on sortait ensemble ou quelque chose dans le genre. Et si c'était le cas, il s'excuse pour avoir pu envoyer des signaux contradictoires, mais en tout cas, on n'était pas ensemble. À ce moment-là, je suis en colère, pas seulement parce que ça menace une des rares amitiés que j'ai au travail, mais aussi parce que cette situation est carrément malsaine. Je prends donc Mike à part et lui demande de cesser de menacer mon ami, tout en m'excusant auprès de ce dernier pour le malentendu. Mike me répond « Je veille sur toi, c'est ce que font les frères. » Ok. Respiration profonde. Ça y est, on y est. Je lui dis calmement qu'il est un bon ami, avec bien sûr l'accent sur ami, mais que je n'ai vraiment pas besoin qu'il veille sur moi. Là, il me répond « Alors je te protégerai des ombres », accompagné d'un clin d'œil. Il enchaîne avec des remarques gênantes sur le fait que je suis jeune et naïve, ce qui me rend une cible facile, ce qui est franchement débile, mais là, j'en ai assez de tout ça, alors je le bloque. Le lendemain matin, Mike arrive en retard, s'assoit et m'envoie immédiatement un message sur Slack pour savoir si ça va, ce que j'ignore. Un peu plus tard, il se lève pour sa pause cigarettée, en passant près de mon bureau, me dit « Eh, je t'ai envoyé un message sur Slack, tu as vu ?» Oui, je l'ai vu, mais je n'ai plus l'énergie pour ça. Je lui réponds avec une phrase générique du genre « Désolé, je suis occupé et je me concentre sur autre chose. » La journée continue sans qu'il dise un mot, jusqu'à 10 minutes avant de partir, où je reçois un énorme pavé sur Slack, me faisant comprendre que dans la tête de Mike, rien de tout ça n'a le moindre rapport avec la réalité. Rien. Zéro. Il pense que je me défends parce que je suis blessé et en colère à cause de mon traumatisme, je suppose qu'il parle de mon épisode dépressif d'il y a des années. Il dit qu'il va rester fidèle à sa chère amie parce qu'il lui a promis d'être son frère et qu'il ne prendra pas la voie facile en me laissant partir simplement parce que je suis blessé. Il insiste même pour que je lui envoie ma douleur et ma colère parce qu'il peut encaisser. Je suis là, à lire ça, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Le soir, après ça, il me trouve dans le parking, en train de partir. Je l'ignore en passant près de lui, et il se contente de me fixer sans bouger alors que je monte dans ma voiture pour partir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai envisagé de parler à un manager. Nous avons 2 responsables, un plus jeune et une femme. Appelons-les Pet et Pam. J'ai commencé à rédiger un long mail aux 2, en pensant aussi à demander à mon collègue de témoigner pour moi. Mais au final, j'ai décidé de ne rien faire. Mike attendait un enfant et clairement, il avait besoin d'aide psychologique, ce qu'il n'avait probablement pas. Je n'étais pas prête à lui faire perdre son travail. Spoiler alerte. Je vais vite regretter cette décision. Les semaines qui ont suivi ont semblé normales, ou du moins, c'est ce que je croyais. Bien sûr, j'ai surpris Mike à me regarder plusieurs fois, mais je faisais comme si de rien n'était. Jusqu'à ce qu'un jour, une autre collègue, appelons-la Jenny, m'ait dit qu'elle devait me parler. Elle m'a emmené prendre un café et m'a révélé que Mike avait parlé de moi à d'autres collègues, disant que je souffrais de dépression et que ça me poussait à m'éloigner de ma famille. Il disait aussi qu'il faisait tout pour m'aider et que ça lui brisait le cœur que je ne le laisse pas faire. Et apparemment, il en avait parlé à plusieurs personnes. Cela m'a mis hors de moi. Ce n'était pas à lui de raconter ma vie à tout le monde pour se donner une image de saint. À partir de ce moment-là, j'ai su que je devais parler à un manager. J'ai créé un compte OnlyFans cet été pour me soutenir pendant mes études, et tout allait bien jusqu'à ce que je poste ma liste de souhaits Amazon. Amazon ne communique pas ton adresse aux gens qui t'envoient des cadeaux, mais les vendeurs tiers peuvent le faire, et c'est là que j'ai fait une erreur. Je ne cherche pas à faire la promo d'OnlyFans ici, c'est une histoire très effrayante et je pense qu'elle mérite d'être partagée. Fin juillet, j'ai adopté un chiot. Une nuit,
vers 2 heures du matin, je l'ai emmené dehors pour qu'il fasse ses besoins. Pendant qu'il faisait ses affaires, j'ai remarqué une voiture garée devant chez mes parents. J'ai vu une silhouette dans la voiture et j'ai compris qu'ils me regardaient, mais je n'arrivais pas à distinguer leur visage car il faisait vraiment noir. Me sentant un peu mal à l'aise, j'ai pris mon chiot pour rentrer, et dès que je me suis mis en mouvement, la voiture a fait un détour et s'est garée dans l'allée de ma maison. J'ai couru à l'intérieur et verrouillé la porte, mais la voiture n'a jamais approché ma maison. Le lendemain matin, je suis allé vérifier le courrier. Il y avait une enveloppe adressée à mon nom OnlyFans avec 20 $ à l'intérieur, mais sans note. J'étais toujours chez mes parents, qui ne savaient rien de mon compte OnlyFans, donc je ne leur ai rien dit. Une semaine plus tard, je suis retourné dans ma ville universitaire pour me préparer à la rentrée. À ce moment-là, j'avais arrêté de publier sur le site pour essayer de comprendre comment ils avaient obtenu mon adresse. Je regarde beaucoup de séries criminelles, et je savais qu'il y avait un risque que je sois en danger. Je vis dans un duplex avec un parking fermé, pour info. Un matin, je prévoyais de filmer mon trajet à Target car j'avais l'intention de lancer une chaîne YouTube dans un avenir proche, puisqu'OnlyFans me semblait maintenant trop dangereux. Quand je suis arrivé à ma voiture, elle avait été fouillée et ma caméra de vlog avait disparu. Je sais, c'est de ma faute d'avoir laissé la caméra dans la voiture, mais je l'avais utilisée la veille et, comme je vis dans un endroit fermé, je ne pensais pas être en danger. Elle n'était pas en vue non plus, je l'avais cachée dans ma boîte à gants. Je me sers de cette caméra pour filmer mon contenu, et la carte SD à l'intérieur contenait toutes mes photos et vidéos non publiées. Je sais qu'ils l'ont volée juste pour la carte SD. Bref, c'est là que l'histoire devient bizarre. Il y a des caméras dans le parking, donc nous avons pu voir cette personne pénétrer dans ma voiture, trouver la caméra, et ne toucher aucune des 7 autres voitures sur le parking. Il savait quelle voiture était la mienne, ce qui suggère qu'il m'avait observé pendant un certain temps. Après avoir pris la caméra, ils ont marché autour du duplex, s'arrêtant près de ma fenêtre. Ma chambre donne sur la rue, et mes stores sont cassés, donc il est très facile de voir à l'intérieur. J'ai un rideau, mais il ne couvre pas complètement la fenêtre. Cette personne m'a regardé dormir pendant environ 1 heure. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas essayé de pénétrer chez moi, mais heureusement, ils ne l'ont pas fait. Cette personne a ensuite vendu la caméra à un magasin de prêteurs sur gage, et comme je connaissais le numéro de série, la police a pu la retrouver. Cependant, ma carte SD était manquante. Je crois que la police essaie toujours de les retrouver, mais j'ai résilié mon bail et déménagé dans un nouvel endroit, donc j'espère que ça me gardera en sécurité. Cela remonte à quelques années, lorsque j'avais entre 18 et 20 ans. À cette époque, je devais prendre 2 bus pour me rendre au travail, avec un changement au milieu. Le temps d'attente entre les 2 bus se passait à une station que je commençais à connaître assez bien. C'est là que j'ai commencé à remarquer un homme qui semblait m'observer, mais de manière discrète, depuis un autre arrêt de bus, à quelques places de la mienne. Les abris étaient en verre, ce qui permettait de voir dans toutes les directions, même si la visibilité était partiellement obstruée par les panneaux de chaque arrêt. Au début, il était assez loin, juste un visage parmi d'autres, mais plus les jours passaient, plus il se rapprochait. Je n'avais jamais vu cet homme monter dans un bus, ni arriver à la station, peu importe l'heure à laquelle j'y arrivais. L'heure de mon passage changeait régulièrement en fonction des besoins de mon travail, mais généralement, c'était tôt le matin. Il était toujours là, à me regarder silencieusement, sans jamais intervenir. Un matin, alors que j'attendais mon bus habituel, j'ai levé les yeux et j'ai réalisé qu'il était là, juste à côté de moi, au même arrêt que le mien. Il me souriait. Un sourire large, mais étrange, comme s'il savait quelque chose que moi je ne savais pas. J'ai senti une montée de panique. J'ai immédiatement pris mon téléphone et appelé ma mère, juste pour avoir une conversation avec quelqu'un, par précaution. Je voulais être certaine que quelqu'un sache où je me trouvais, au cas où il se passerait quelque chose. Aussitôt que j'ai décroché le téléphone, l'homme s'est levé. Il a marché directement vers moi, mais au lieu de traverser la rue comme n'importe quel piéton, il a traversé directement le panneau en verre de l'abri, comme si la paroi n'existait pas. Il est sorti de l'abri et s'est retrouvé debout dans la voie de bus, tout en me regardant, toujours en souriant.
À ce moment-là, je pouvais entendre des rires au téléphone, des rires qui ne venaient pas de moi, mais bien de l'homme. C'était un rire étrange, qui me donnait des frissons. J'ai paniqué, je n'arrivais plus à réagir, et tout ce que j'avais en tête, c'était « je dois m'en aller d'ici ». Alors qu'il continuait à se tenir là, dans la rue, un bus est arrivé et a traversé sa trajectoire. C'est alors que l'homme a disparu, comme si le bus était passé à travers lui. Il n'était plus là, juste parti. Je suis resté là, complètement figé, ne sachant plus quoi penser. Ma mère, au téléphone, m'a demandé ce qui se passait, mais elle avait aussi entendu ce rire. Elle m'a dit que ce n'était pas normal, qu'il fallait que je fasse attention à ce genre de situation. Mais à ce moment-là, je n'avais plus de doute, ce n'était pas un simple stalker. C'était quelque chose de bien plus étrange et inquiétant. Je n'ai jamais vu cet homme à la station de bus après ce jour-là. Et même aujourd'hui, des années après, je ne suis toujours pas capable de rationaliser ce que j'ai vu ce jour-là. C'était une expérience si étrange, presque irréelle, que je me demande parfois si cela a vraiment eu lieu ou si c'était une hallucination. Mais la peur que j'ai ressentie ce jour-là, elle, reste bien réelle. Pour donner un peu de contexte, j'ai 32 ans et j'avais environ 25 ou 26 ans lorsque cela m'est arrivé. Je travaille à temps plein en tant que chercheuse dans une université, et c'est là que ces rencontres ont eu lieu. Je ne suis pas professeur ou quoi que ce soit, et à cause de mon âge à l'époque, on aurait facilement pu me prendre pour une autre étudiante errant sur le campus. Certains jours, quand le temps était agréable, je préférais passer mon heure de déjeuner à flâner sur le campus, ou à m'asseoir sous un arbre à l'ombre sur un banc, profitant du temps où je n'étais pas assise dans un coin exigu de laboratoire. Un de ces jours, je m'étais assise sur un banc pour profiter de l'air frais, quand un étudiant m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi. Je suis quelqu'un de plutôt timide et maladroit, donc même si j'aurais préféré être seul, j'ai répondu d'accord. Il a commencé à engager une conversation simple, à laquelle j'ai répondu, mais en veillant à ne pas être trop ouverte. Il m'a dit qu'il avait remarqué quel bâtiment de département je fréquentais, ce qui m'a légèrement alarmé, car je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais j'ai écarté cette pensée. Après tout, le temps était agréable récemment, et j'avais passé presque toutes mes heures de déjeuner dehors la semaine dernière. Il m'a demandé si j'étais étudiante dans le département qu'il avait mentionné, et je lui ai répondu que non, je n'étais pas étudiante, mais que je travaillais là. Il m'a dit qu'il était étudiant en génie, puis m'a proposé de prendre un café un de ces jours. Je me suis excusé et lui ai dit que j'avais un petit ami, donc je devais refuser. Nous nous sommes séparés après cela, et je pensais que je ne le reverrais probablement plus. Une semaine ou deux se sont écoulées, et je passais une autre heure de déjeuner dehors sur le campus, assise sur un autre banc, quand soudainement, le même homme m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi. Honnêtement, je ne me souviens plus de ce qu'il a dit au début, j'étais plutôt mal à l'aise à l'idée de devoir le repousser une nouvelle fois. Et effectivement, il m'a de nouveau demandé si nous pouvions aller prendre un café un de ces jours. Je me suis excusé encore une fois, en lui rappelant que j'avais un petit ami et que je ne voulais pas aller prendre un café avec lui. Et encore une fois, il est parti après cela. J'étais vraiment nerveuse maintenant, mais je ne me sentais pas encore dans une situation où je devais m'inquiéter sérieusement. Quelques jours plus tard, après le travail, je quittais le bâtiment pour aller à ma voiture. L'université facture des parkings à des prix exorbitants, même si tu es employé, donc j'avais toujours choisi de me garer gratuitement dans la rue, à environ 10 minutes à pied du campus. Mon trajet me faisait passer par plusieurs rues résidentielles tranquilles, avec peu de circulation automobile. Même le trafic piéton était plutôt rare, même les jours les plus chargés. Ce n'est que lorsque j'étais à mi-chemin de ma voiture, dans une de ces rues calmes, que j'ai remarqué quelqu'un marchant directement de l'autre côté de la rue, mais restant un peu derrière moi. Je l'ai remarqué du coin de l'œil, mais je ne voulais pas le fixer directement. Ce n'était pas rare de croiser quelqu'un, mais j'essayais toujours de rester attentive à mon environnement quand je marchais seul. J'avais quelques tournants à faire de toute façon, et il y avait peu de chances qu'il prenne le même chemin que moi. Mais il l'a fait. Il a pris tous les mêmes tournants que moi, toujours de l'autre côté de la rue, à quelques pas derrière. Je ne voulais toujours pas le regarder. Je ne voulais pas qu'il sache que je savais ce qu'il était en train de faire.
J'ai accéléré mon pas pour marcher plus vite. Je m'approchais de la première des 2 rues plus passantes avant d'arriver à ma voiture. Lui aussi a accéléré pour me suivre. C'est à ce moment-là que j'ai paniqué. C'était à ce moment-là que j'étais sûr qu'il me suivait. Après cela, j'ai commencé à courir pour traverser la première rue passante. Il a couru pour me suivre, et maintenant il était du même côté de la rue que moi. J'étais presque arrivé à ma voiture. Il me restait juste à traverser la dernière rue passante et à faire encore 100 mètres avant d'arriver à ma voiture. Mais, c'était traverser la rue qui m'inquiétait. Souvent, je devais attendre 1 minute ou plus avant qu'il n'y ait un espace pour traverser. Si c'était le cas, il me rattraperait. Comme par hasard, dès que j'ai couru pour traverser la rue, un espace s'est libéré. J'ai couru aussi vite que possible, et une fois arrivé de l'autre côté, je me suis retourné pour regarder et crier après l'homme qui m'avait poursuivi. C'était lui. J'avais bien suspecté, mais maintenant c'était confirmé. C'était l'étudiant en génie à qui j'avais refusé un café. « Arrête de me suivre », je lui ai crié à travers la rue. « Est-ce que je peux juste te parler » a-t-il crié en retour. Je ne lui ai même pas répondu. Je veux dire, la réponse aurait dû être évidente depuis le début, et je n'allais certainement pas donner mon temps à quelqu'un qui venait de me suivre et me courir après pendant environ 1 kilomètre. J'ai continué à marcher rapidement vers ma voiture, tellement déterminé à partir d'ici que je ne me souciais même pas de savoir s'il avait vu ma voiture. Il a abandonné et n'a même pas essayé de traverser la rue, à mon grand soulagement. Je suis rentré chez moi et j'ai craqué. Pire chose pourrait arriver à d'autres personnes, sans aucun doute, et je n'ai pas été blessé, heureusement. Mais j'étais vraiment secoué. J'ai eu des moments d'anxiété en marchant seul, à la fois vers et depuis le travail. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une collègue et moi commencions à marcher une grande partie du trajet ensemble après le travail. J'ai même changé de place de stationnement pendant un certain temps. Quelques semaines se sont écoulées depuis l'incident, et je ne l'avais pas revu sur le campus. J'avais commencé à passer mes pauses déjeuner dans le laboratoire au lieu de dehors, mais de temps en temps, j'allais à la cafétéria étudiante pour acheter mon déjeuner. Ce jour-là, la salle à manger était bondée, presque côte à côte. J'étais en train de faire la queue au stand de burgers, et j'ai entendu un gars essayer d'attirer l'attention de quelqu'un à travers la foule. Je lève les yeux, et c'est encore lui, qui me fait signe et essaie de se frayer un chemin à travers les étudiants. J'ai paniqué, et bien que je sois vraiment timide, j'ai fait un scandale et lui ai crié de me laisser tranquille. Son visage s'est instantanément décomposé, tandis que les gens nous dévisageaient. Il a disparu dans la foule d'étudiants. Mon cœur battait fort, et je tremblais. Je ne me souviens même pas si j'ai fini par acheter à manger après ça. Je suis retourné au travail, et depuis ce jour, j'étais encore plus attentive à mon environnement qu'auparavant. Cela fait maintenant 5 ou 6 ans, et je travaille toujours dans la même université. Je suis soulagé de dire que je ne l'ai plus jamais revu après, et je n'ai pas eu d'autres situations aussi angoissantes sur le campus. Je reste toujours vigilante, surtout quand je dois marcher seul sur le campus. Je ne lui ai jamais demandé son nom, donc je n'ai même pas pu signaler l'incident à la police universitaire ou quoi que ce soit. En tout cas, je suis juste heureuse de ne jamais l'avoir revu, et j'espère seulement qu'il n'a pas fait ça à d'autres filles avant ou après moi. Hier soir, mes amis, mon crush et moi avions convenu de nous retrouver dans mon bar préféré après le travail. Comme j'avais pu partir 30 minutes plus tôt, j'étais un peu en avance. Je suis donc entré et j'ai commandé une bière. Il y avait un grand type musclé avec une longue queue de cheval assis au bar. Le siège à côté de lui était libre et il m'a proposé de m'asseoir. J'ai accepté. On a échangé quelques banalités, il avait l'air plutôt sympa. Il m'a demandé pourquoi j'étais seul et a fait plusieurs commentaires sur le fait que j'avais l'air nerveuse et que je devrais me détendre. C'était bizarre, mais comme il avait une bouteille de vodka presque vide devant lui, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Mes amis sont finalement arrivés juste au moment où je terminais ma première bière et nous sommes allés nous asseoir à une table. J'ai bu 3 autres bières et nous passions une excellente soirée. Chaque fois que j'allais aux toilettes, le type du bar était là, me demandant si tout allait bien. C'était étrange, mais comme je ne me sentais qu'un peu éméché, je n'y ai pas pensé davantage.
À un moment donné, j'ai commencé à me sentir mal. Je suis sorti prendre l'air et fumer une cigarette pour me rafraîchir. Le gars m'a suivi et m'a encore demandé si ça allait. À ce moment-là, son comportement devenait vraiment inquiétant. Le bar était bondé, mais il semblait me surveiller depuis le début de la soirée. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai commandé un verre d'eau et j'ai dit à mes amis que je ne me sentais pas bien et que je préférais rentrer chez moi. Ils ont tout proposé de me raccompagner, et rétrospectivement, je leur en suis incroyablement reconnaissante. J'ai pris une gorgée d'eau et soudain, tout m'a frappé d'un coup. Je suis sorti précipitamment et j'ai vomi. Je pouvais à peine tenir debout, alors je me suis assis sur un escalier tout en continuant à vomir. Mes amis m'ont retrouvé quelques minutes plus tard et ont commencé à débattre sur la meilleure façon de me ramener chez moi. C'est alors que le type du bar est réapparu. Il a insisté sur le fait qu'il vivait juste au bout de la rue et que je pouvais dormir sur son canapé. Mon collègue, qui est un peu comme un grand frère pour moi, s'est immédiatement énervé et lui a ordonné de dégager. Mes amis ont fini par me relever, ce qui était presque impossible à ce moment-là, et m'ont traîné jusqu'à l'appartement de l'un d'eux. Là, j'ai passé la nuit à serrer un seau contre moi, persuadé que j'allais mourir à tout moment. Ce matin, je ne pouvais même pas me lever pendant des heures. Chaque tentative se soldait par des vomissements immédiats. Ce n'est qu'à 13 heures que j'ai enfin réussi à rejoindre la gare, à acheter quelque chose à manger et à boire, et à rentrer chez moi. Je tremble encore, je transpire et ma vision est floue. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver si mes amis ne m'avaient pas raccompagné. J'étais seul chez moi dans mon ancien appartement, dans un quartier pas vraiment rassurant. Mon appartement était au rez-de-chaussée, et ma fenêtre de chambre donnait sur une ruelle. À moins de 2 longueurs de voiture, il y avait une poubelle, où des sans-abri fouillaient souvent. Un matin, juste avant l'aube, j'ai entendu un léger tapotement contre ma fenêtre. Mon dos était tourné vers la vitre et mes yeux étaient grands ouverts. Il faisait encore nuit à l'extérieur. Je dors avec ma lampe allumée, et mes vieux stores verticaux étaient abîmés, il manquait une lamelle, laissant un espace d'environ 15 cm. Donc, je savais que celui ou celle qui faisait ce bruit pouvait clairement me voir allongé dans mon lit. Le tapotement a duré quelques secondes, peut-être 5 ou 6 coups. J'ai passé les 5 secondes suivantes figées, en train d'essayer bizarrement de me convaincre que ce n'était rien d'autre qu'un bruit, tout sauf une personne qui me regardait et tapotait à ma fenêtre, peut-être un animal. Mais ça a recommencé. Là, je me suis retrouvé face à la terrifiante réalité, quelqu'un me regardait dans le noir, à travers ma fenêtre, et avait décidé de tapoter. Est-ce qu'un des sans-abri était devenu agressif pendant sa fouille des poubelles? Un pressentiment m'a dit que rien de bon ne pouvait sortir d'une situation où je tournais le dos et regardais par la fenêtre. Et si cette personne m'avait vu, et que je la regardais à mon tour? Qu'est-ce qui se passait après ça? Je n'avais pas d'autre choix que de rester calme. Je m'étais déjà levé, et en jouant à la perfection la personne trop fatiguée pour réagir, je me suis dirigé vers la sortie de ma chambre, comme si j'allais juste aux toilettes ou quelque part. Je savais que ça m'offrait un peu de temps. Une fois hors de sa vue, je me suis précipité vers le téléphone pour appeler le 911. Mais, à ce moment-là, je me suis demandé si je devais vraiment appeler la police, ou bien quitter l'appartement en courant, sortir par la porte d'entrée hors de la vue du type. Mais était-ce une bonne idée? Est-ce que j'aurais assez de temps pour m'échapper, ou est-ce que personne ne m'aiderait si jamais il me rattrapait? Avant que je puisse prendre une décision, j'ai entendu un bruit sourd, celui de ma fenêtre qui se forçait. J'ai cru que mon cœur allait quitter ma poitrine. En même temps, j'ai entendu mon voisin du dessus, Ryan, descendre les escaliers. J'ai ouvert ma porte en catimini pour lui demander de l'aide. Ryan était un gros gars et j'avais entendu dire qu'il avait des compétences en arts martiaux. Il n'a pas hésité une seconde, se précipitant vers l'arrière de mon appartement pour voir ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des bruits de lutte, quelqu'un percutant un mur et se retrouvant dans les buissons. Quelques instants après, Ryan est arrivé à ma porte d'entrée et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il m'a assuré qu'il ne reverrait plus ce type. Il l'avait bien corrigé.
J'avais envie de croire Ryan que l'intrus n'était qu'un sans-abri qui avait peut-être mal agi, mais qu'il n'oserait probablement plus revenir ici. Mais ce n'était pas un sans-abri. Selon Ryan, lorsque l'homme a réussi à s'échapper, il a couru jusqu'à l'avant du bâtiment, est monté dans une voiture de sport rouge et a disparu à toute vitesse. Mon quartier n'était pas vraiment un endroit où les gens se déplacent en voiture de sport rouge. La police m'a dit plus tard que cet intrus devait probablement m'avoir repéré quelque part et m'avoir suivi chez moi pour découvrir où je vivais. Alors, Emer tapotement, je me demande toujours ce que tu aurais bien pu faire si tu étais entré avant que Ryan ne t'attrape. Je me demande si tu me suis encore, et à cause de ça, je me retrouve souvent à souhaiter que Ryan ait mis fin à tout ça. Si jamais tu as découvert où je vis maintenant, espérons que nous ne nous croiserons jamais. Tout a pris fin il y a quelques mois, et ce n'est que maintenant que je me sens prête à en parler. Pour vous donner un peu de contexte, je suis une femme de 24 ans vivant en Australie et je travaille dans un établissement qui accueille un public adulte. Un soir, alors que mon service touche à sa fin, un client me demande si je veux prendre un verre avec lui. Je suis obligé d'accepter, conformément à la politique de l'employeur. Je lui fais donc commander quelques boissons assez chères pour nous deux, nous échangeons quelques mots et je me justifie en lui disant que mon shift est terminé, mais qu'il devrait revenir me voir bientôt. Je sens son regard qui semble me déshabiller dans sa tête alors qu'il se lèche négligemment les lèvres. Il se lève et, avec un sourire un peu inquiétant, me demande si je veux qu'il me raccompagne à ma voiture. Je ne suis pas idiote, je sais qu'il vaut mieux éviter ce genre de situation et je décline poliment, lui disant qu'on se verra peut-être la prochaine fois. Je sors, passe devant notre plus grand videur et je vois que le type ne me suit pas. Rien d'exceptionnel, c'est une situation classique pour ce genre de travail. Mais malheureusement, ce n'est pas là que l'histoire se termine. Oh non, pour ce type, ce n'était que le début. Je suis en congé pendant une semaine, mais à mon retour, on m'informe qu'un client vient chaque soir depuis une semaine en demandant spécifiquement pour moi, en affirmant qu'il veut me racheter un verre. Naïvement, je me dis, ah super, encore plus d'argent cette semaine. Je me prépare donc pour ma soirée. Et bien sûr, en milieu de soirée, qui crois-tu que je vois arriver? Le fameux homme. Il me demande un verre, et je m'approche de lui. Il achète sa boisson, et là, pendant toute la conversation, il affiche ce sourire, pas celui d'un pervers, non, celui d'un type qui semble savoir quelque chose que tu ignores, et il en est visiblement très satisfait. On parle un peu, je lui commande un verre, j'essaie de lui vendre d'autres boissons, au bout de 30 minutes, je trouve une excuse pour partir et essayer de distribuer les pourboires ailleurs. Mais ce type ne me laisse pas partir. Plus je lui dis que je dois m'en aller, plus il devient insistant, et peu à peu, il se met à m'agresser verbalement. Il commence presque à me jeter des reproches, me dévisageant avec colère. Je donne alors un regard à un de mes collègues videurs, qui intervient immédiatement et dissipe la situation, me permettant enfin de m'éloigner. Ouf, situation désamorcée, mais pas pour longtemps. Le videur ne l'a pas expulsé, il m'a juste accordé une zone tampon. Et voilà qu'il commence à me suivre dans l'établissement, me rejoignant dans les zones où les employés n'ont pas le droit d'aller. C'est là qu'un autre videur le remarque enfin et le met dehors. Je termine mon service, sors de l'établissement et là, je le vois. Je n'invente rien, il est assis sur le capot de ma voiture. Comment il savait que c'était la mienne, je n'en ai aucune idée. Il me demande de le ramener chez lui, me complimentant sur mon apparence, balançant des remarques dégoûtantes. C'est vraiment le genre de type que j'ai envie de fuir. Je tente de lui faire comprendre poliment que je ne suis pas intéressé et que je ne vais pas lui donner de rides, mais encore une fois, il devient menaçant. Il m'attrape par le bras, m'ordonnant de le prendre avec moi. Je lui dis de se barrer et je lui enfonce mes clés dans l'épaule avec toute la force que j'ai. Il lâche prise et je le pousse de toutes mes forces pour qu'il tombe. Je me précipite dans ma voiture, je verrouille la portière et démarre. Il se relève immédiatement et commence à frapper violemment sur ma fenêtre, tellement fort que j'ai cru que le verre allait éclater. Je fonce alors à toute vitesse, me disant que je suis enfin en sécurité. 5 minutes plus tard, une fois certaine de ne pas être suivie, je me gare sur le bas-côté de la route et j'appelle mon travail pour signaler ce qui vient de se passer.
Je leur demande de prévenir les autres filles qu'elles doivent être vigilantes ce soir. En raccrochant, je craque et fonds en larmes. Ce n'est pas la première fois que je suis agressé, et je sais que ce ne sera probablement pas la dernière, mais on ne s'habitue jamais à ça, non? Je prends un moment pour me ressaisir, reprends la route et rentre chez moi en pleurant. Le lendemain matin, tout le monde est au courant. Le patron m'appelle pour vérifier si je vais bien. Je lui dis que oui, mais il insiste pour que je prenne quelques jours de congé au cas où ce type reviendrait. Il veut qu'il y ait de la distance entre nous, ce qui me semble être une bonne idée. Une semaine passe, puis 2. Ce type revient chaque soir, demandant après moi et se faisant dire que j'ai quitté le travail. Un mensonge pour le dissuader, mais il n'achète pas la version. Puis, soudainement, 2 semaines et demie plus tard, il disparaît. Enfin. Je suis soulagé, car j'ai vraiment besoin d'argent. Je me remets à travailler et tout semble revenir à la normale. Les clients habituels, ceux qui sont un peu plus polis, commencent à affluer, augmentant mes pourboires. Le type bizarre ne revient plus. Je respire enfin. Mais petit à petit, je commence à devenir paranoïaque. Je suis sûr d'avoir fermé une porte avant de partir, mais elle est ouverte à mon retour. Des lumières allumées, des objets déplacés sans raison. Je commence à perdre la tête. Mon ami qui travaille avec moi m'assure que c'est normal après une agression, et que ça finira par passer. Cela continue pendant un mois. Un jour, en partant travailler, je me rends compte que j'ai oublié des vêtements chez moi. Je fais demi-tour, et c'est là que je vois les lumières allumées dans mon salon. La télé est allumée, visible depuis l'extérieur. Je deviens complètement parano. Heureusement, j'ai pris la bonne décision en revenant. J'entre dans la maison, prends mes affaires, éteins la télé et la lumière, et je m'apprête à sortir mais je me fige. Il est là. Bloquant la porte, ce type. Mon esprit ne comprend pas ce qui se passe. Et là, après un silence terrifiant, il sourit et dit « Bienvenue à la maison, chérie, tu es rentré plus tôt. » Un déclic se fait dans ma tête. Je lui lance tout ce que j'ai sous la main et je me précipite vers la porte arrière. Je fuis aussi vite que possible, hurlant comme une folle. Personne ne m'aide, bien sûr. Je me cache dans des buissons près de chez moi, en larmes, haletantes. Je vérifie ma poche, mes clés sont là, mais pas mon téléphone. Je l'ai jeté sur lui, avec tout le reste. Je me faufile de nouveau jusqu'à ma voiture, démarre, et file vers le travail. Là, je leur explique ce qui vient de se passer et je contacte la police. Ils arrivent rapidement chez moi, envoient des agents à mon travail. Le type a disparu. En fouillant la maison, ils découvrent qu'il avait vécu dans mon vide sanitaire pendant tout ce temps. Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai pris tout ce que je pouvais dans ma voiture et je suis parti. Depuis, je n'y suis jamais retourné. J'ai déménagé dans un autre état, changé de vie. L'été après avoir obtenu mon diplôme de lycée, je vivais toujours chez mes parents. Une nuit, j'étais encore réveillé, en train de préparer mes affaires pour un voyage de camping avec des amis. Il faisait une chaleur insupportable, alors j'avais ouvert la fenêtre pendant que je pliais des vêtements. Il était environ 2 heures du matin, et tout à coup, j'ai vu une main passer par l'écart de la moustiquaire de ma fenêtre. J'ai crié et la main s'est immédiatement retirée. J'étais sous le choc, mais une petite voix dans ma tête se disait que c'était peut-être mon frère cadet qui me faisait une blague. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, et là, je n'ai vu qu'une silhouette d'homme qui me fixait. J'ai couru dans la chambre de mon frère, il était là en train de jouer à des jeux vidéo. On a appelé la police, qui est venue fouiller les alentours. Ils n'ont rien trouvé, nous ont avertis de bien verrouiller les fenêtres et les portes et sont repartis. Nous étions tous encore secoués, et ma mère avait le pressentiment qu'il reviendrait. Elle a eu raison. Elle est allée dehors et est restée sur notre terrasse arrière. Après environ 20 minutes, elle a vu un homme, habillé en noir, se faufiler dans notre jardin le long de la ligne des arbres. Il n'y avait pas de clôture de ce côté, malheureusement. Il s'est caché derrière un arbre pendant quelques secondes, puis a couru vers un autre arbre et s'est caché là, progressant lentement vers ma fenêtre.
Ma mère lui a crié quelque chose, et il s'est enfui en courant. La police est revenue, mais encore une fois, ils n'ont rien trouvé. Je n'ai jamais rouvert cette fenêtre, même pas les rideaux. Mes parents ont installé des lumières détectrices de mouvement et ça a semblé régler le problème. Environ 6 mois plus tard, mon ami et moi avons trouvé un appartement en centre-ville. On était super excités car c'était notre première expérience de logement ensemble. L'appartement n'était pas vraiment top, mais c'était tellement amusant de vivre en ville. Le seul inconvénient, c'était qu'il n'y avait que des places de parking dans la rue. Quelques semaines après avoir emménagé, ma voiture a été cambriolée. Rien n'avait été volé, mais une rose solitaire était posée sur le siège passager. C'était flippant, mais je me suis juré de rester vigilante et en sécurité. Je faisais tout pour garer ma voiture près de l'entrée, sous les lampadaires. Mais souvent, c'était difficile de trouver une place, et je devais me garer plus loin, dans des rues plus sombres. Les choses ont vite commencé à dégénérer. Ma voiture a été cambriolée au moins une fois par semaine. La plupart du temps, on retrouvait une fleur à l'intérieur, que je jetais toujours par terre, mais une fois, on y avait laissé une paire de sous-vêtements pour hommes. Et, encore plus flippant, une autre fois, un paquet de bonbons, car c'était mes bonbons préférés. Ça m'a fait me demander si la personne me connaissait personnellement, et j'ai commencé à me méfier de tout le monde. Il y avait une buanderie dans le sous-sol de l'appartement, et un jour, je suis allé chercher une machine de linge qui venait de sécher. En commençant à plier, je me suis rendu compte qu'il manquait tous mes sous-vêtements, mes soutiens-gorge et mes culottes. Une autre semaine, un ami est venu me rendre visite, et ses pneus ont été crevés pendant son séjour. Lorsque la première lettre est arrivée, j'avais déjà commencé à chercher un autre endroit où vivre. La lettre parlait d'un amour que la personne ressentait pour moi depuis des années. Il avait noté des détails qui prouvaient qu'il m'avait observé de près. J'ai réussi à trouver un ami pour reprendre mon bail, et je suis allé m'installer avec un autre ami de l'autre côté de la ville. C'était un immeuble sécurisé avec un parking souterrain réservé aux locataires. Je me suis senti beaucoup plus en sécurité, et l'argent supplémentaire dépensé en valait largement la peine pour la tranquillité d'esprit. Les choses sont restées calmes pendant quelques mois. Puis, ma colocataire a commencé à sortir avec un garçon. La plupart d'entre nous étaient méfiants envers le nouveau copain d'Ashley dès le début. D'abord, ils s'étaient rencontrés sur MySpace après qu'il les contacté. Ensuite, il était extrêmement beau. Et même si Ashley était une personne merveilleuse, elle n'était pas le genre de fille qu'on attendrait à sortir avec un type comme lui. Ashley était aux anges, elle n'avait jamais eu de petit ami et elle pensait qu'il était son prince charmant. Pour ma part, j'ai trouvé ce Matt bizarre et flippant dès le départ. Il était plutôt réservé et semblait toujours arborer un sourire un peu inconfortable et lubrique. Il était difficile d'avoir une conversation avec lui car il faisait toujours en sorte de la rendre gênante avec des faits complètement hors sujet. J'avais supprimé mon compte MySpace quand le stalking a commencé, mais j'ai créé un faux compte pour en savoir plus sur Matt. On dirait qu'il ne connaissait aucun de ses amis dans la vraie vie. Il n'y avait que des photos de lui, et le reste des informations était flou. Mes amis et moi avons essayé doucement de convaincre Ashley de ne plus voir Matt. Il n'avait rien fait de mal en soi, mais il était juste trop étrange. Elle se montrait immédiatement défensive et coupait la conversation. Matt a commencé à passer de plus en plus de temps à l'appartement et je trouvais toujours des excuses pour éviter de rentrer chez moi. Un jour, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Matt sur mon canapé, seul, en train de boire une bière. Ashley avait dû partir au travail et lui avait dit qu'il pouvait rester traîner. J'étais furieuse parce que je n'avais pas envie de passer du temps avec lui, alors j'ai pris une bière et un snack et je suis allé dans ma chambre, en fermant la porte. Environ une demi-heure après, il a frappé à ma porte et a suggéré qu'on regarde la télé et qu'on fasse connaissance puisque nous aimions tous les deux Ashley. Je n'en avais pas envie, mais j'ai décidé que je devais peut-être lui donner une chance. Il a mis un film et j'ai essayé de me concentrer dessus pour ne pas parler. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil à Matt et il me fixait avec un sourire. Je lui ai lancé un « pardon » et il a juste continué à sourire avant de dire « je n'arrive pas à y croire ». « Croire quoi ?» lui ai-je demandé. Il n'a rien répondu et a continué à regarder le film, toujours en souriant. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire,
mais cette interaction m'a mise extrêmement mal à l'aise. J'ai prétexté un besoin pressant et je suis allé verrouiller la porte de ma chambre. Encore un mois s'est écoulé et j'avais réussi à éviter de rester à la maison pour plus que dormir et me doucher. Matt vivait pratiquement chez nous et avait même apporté plusieurs de ses affaires dans la chambre d'Ashley. Je n'avais vraiment pas envie de déménager encore une fois, mais j'avais commencé à chercher d'autres options. Le jour de leur anniversaire de 6 mois, j'ai vu un énorme bouquet de fleurs sur la table et une carte déjà ouverte posée à côté. J'ai roulé des yeux et j'allais partir quand j'ai décidé de voir ce qu'il avait écrit. Quand j'ai ouvert la carte, mon cœur a failli sauter hors de ma poitrine. Sans même lire ce qu'il avait écrit, je tremblais. L'écriture était exactement la même que celle des lettres envoyées par mon stalker. Je les avais gardées comme preuve et je les ai comparées. L'écriture était unique et identique. Matt était le stalker. J'ai d'abord appelé la police. En attendant qu'ils arrivent, j'ai appelé Ashley pour lui demander de venir. Elle était au travail mais m'a dit qu'elle viendrait dès qu'elle pourrait. J'avais terriblement peur de lui dire, je savais qu'elle serait dévastée. La police a pris ma déposition et est allée chercher plus d'informations auprès d'Ashley, puis ils lui ont annoncé la nouvelle. Apparemment, Ashley avait appelé Matt et laissé un message furieux, bien que les policiers lui aient dit de ne rien dire, et il a complètement disparu après ça. Il n'y avait aucune trace de Matt ni de quelqu'un qui ressemblait à lui dans l'entreprise où il disait travailler. Ashley n'était jamais allé chez lui parce qu'il disait qu'il vivait chez des amis, en attendant d'économiser pour un voyage en Europe. Sa famille vivait hors de l'État, et elle n'avait jamais rencontré un seul de ses amis, car il disait qu'il s'était disputé parce qu'il passait trop de temps avec Ashley. Tout était un mensonge, et au final, elle sortait avec un inconnu. On ne sait même pas si Matt était son vrai prénom. La cerise sur le gâteau a été lorsque nous avons fouillé dans les affaires de Matt. Il avait tout laissé en disparaissant, et Ashley et moi avons décidé d'examiner ses affaires. Il y avait un sac de sport rempli de vêtements de sport, mais dans l'une des poches, il y avait environ 10 photos de moi. Toutes étaient prises de loin, à l'exception d'une où je dormais. Les draps étaient actuels, donc je sais que ça a dû être pris dans notre appartement actuel, avant que je ne commence à verrouiller la porte de ma chambre. Certaines photos remontaient à avant l'incident chez mes parents, ce qui nous a fait penser que c'était lui aussi. Il y avait 2 paires de mes sous-vêtements manquants, et je frissonne rien que d'imaginer ce qu'il a pu faire avec les autres. Il y avait aussi un couvercle de Starbucks avec des marques de mon rouge à lèvres, un collier que je n'avais même pas remarqué comme manquant, et quelques autres souvenirs morbides. La police n'a jamais retrouvé sa trace. J'ai décidé de saisir une opportunité à l'étranger que je considérais et j'ai quitté cet endroit. Malheureusement, Ashley et moi nous sommes rapidement éloignés, elle a eu beaucoup de mal à accepter que son premier amour était un psychopathe. Je pense que j'ai ressenti une colère sous-jacente, peut-être mal placée, d'avoir cru à tous ces mensonges et de l'avoir laissé entrer dans nos vies. Je ne sais toujours pas quel était son but. Est-ce qu'il aurait essayé de me faire du mal? Ou se contentait-il juste d'être dans ma vie? Je ne le saurai jamais. Être stalké change une personne. Même quand je vivais à l'autre bout du monde, je jetais toujours des regards furtifs autour de moi. Je n'ai toujours pas de compte sur les réseaux sociaux liés à mon vrai nom. Je suis marié, j'ai des enfants et je sais qu'il a dû passer à une autre victime. Mais chaque fois que je retourne dans ma ville natale, je suis tendue et j'essaie de rester discrète. Une partie de moi s'inquiète toujours que Matt ressurgisse un jour. En 2002, j'avais 14 ans et je commençais ma première année de lycée. J'étais une fille un peu gauche, plutôt nerd, et je ne savais pas comment gérer l'attention des garçons. Du coup, je crois que ça ne m'a pas aidé à améliorer la situation. J'avais une certaine aptitude à me lier d'amitié avec les personnes un peu à l'écart, celles que personne n'aimait, mais ça ne me dérangeait pas, j'essayais de rester amical avec tout le monde. Malheureusement, c'était aussi mon point faible. Les clubs étaient un gros truc à l'école et il y avait un club d'anime, donc forcément, j'étais partante. Lors de la première réunion, je me suis installé à côté de quelques amis et j'ai absorbé toute l'ambiance. Je pensais enfin avoir trouvé mes gens. Et là, est arrivé Stalker Kid. Je ne me souviens même plus de son vrai nom, mais je ne pense pas avoir jamais su comment il s'appelait. Il s'est assis devant moi et,
en bonne personne sociale, je lui ai dit bonjour. Je pouvais voir qu'il était mal à l'aise, qu'il ne connaissait personne, alors j'essayais juste de rester gentille. Et là, il s'est accroché à ce simple mot. Au début, il se contentait de me retrouver pendant les pauses déjeuner, se postant là, à côté de moi, murmurant des choses. Il avait une voix douce et aiguë, comme un petit rongeur, et son regard était perturbant. Je n'arrivais jamais à le regarder dans les yeux. Après quelques semaines, il a commencé à poser des questions sur ma vie privée, ce que j'aimais, ce que je faisais. Moi, naïf et bien intentionné, je continuais à discuter, bien que je me sentais super mal à l'aise. Très vite, mes amis et moi avons changé de table, de banc, de couloir pour l'éviter, mais il me retrouvait toujours. Après un an de ce comportement, ma meilleure amie en a eu assez et m'a dit que si je ne lui disais pas de dégager, elle le ferait. J'étais fatigué de ce type, alors j'ai dit ok, fais-le. Et donc, un jour pendant la pause, il est venu vers moi avec son habituel murmure. Et là, ma copine a foncé droit sur lui. Mec, elle n'est pas intéressée, dégage. Il est parti, l'air blessé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser, pauvre type, mais merci quand même. Je ne l'ai plus trop vu à l'école, sauf pendant les réunions du club, où il se contentait de me fixer de l'autre côté de la salle, pendant que ma copine lui lançait des regards noirs. Avance rapide, je suis maintenant en 11e année, j'ai 16 ans et je conduis. Au-delà des journées de club, je ne pensais plus vraiment à lui. Jusqu'au jour où une vieille voiture grise toute cabossée a commencé à se garer juste à côté de ma voiture, de plus en plus près. Un jour après l'école, j'ai remarqué qu'il m'attendait dans cette voiture. Il a commencé à me poser des questions, savoir ce que je faisais, si j'avais déjà des projets pour le bal de promo. J'ai eu l'impression de devenir folle en réalisant qu'il devait m'avoir suivi jusque chez moi, avant et après l'école. Je me suis mise à partir plus tard pour l'éviter, mais il était là, chaque jour, comme une horloge. Un jour, un garçon avec qui j'avais été ami à l'école primaire est sorti avec moi et a fait une remarque sur le fait que ce type se garait toujours près de ma voiture. Il m'a demandé si c'était mon copain. J'ai immédiatement répondu « Non, ce type me suit partout, et ça commence à vraiment me terrifier ». Il a alors foncé droit vers la voiture grise et a menacé Stalker Kid, lui disant que si jamais il revenait près de ma voiture, il lui pèterait la gueule. Je pensais que cela suffirait à le faire fuir. Mais non, il a continué à apparaître, toujours plus bizarre et de plus en plus flippant. Les choses ont continué ainsi pendant un moment, jusqu'à ce que j'aille à une fête organisée par le club. Stalker Kid était un senior, donc je pensais que c'était enfin fini, que je ne le reverrais plus jamais. Mais pour une raison stupide, j'ai proposé d'organiser la fête chez moi. Il n'était jamais venu à l'une d'elles, alors j'ai pensé, pourquoi pas? Quelle erreur! Quand mon père l'a laissé entrer chez nous, je me suis senti prise au piège. Je n'avais même pas invité ce type, donc quelqu'un d'autre lui avait sûrement donné l'adresse. Il a passé toute la soirée à me suivre, parlant avec mon père, se montrant super familier. Il m'a même demandé où était ma chambre. Je voulais juste pleurer et me cacher. Après ça, il y a eu des jours où j'entendais une voiture se garer juste devant chez moi. J'avais une fenêtre qui donnait sur l'entrée, alors je pouvais souvent voir son putain de véhicule. 3 fois en un mois, j'ai caché sous mon bureau, appelant mon ami Phil en pleurant. Les choses se sont encore aggravées après ça, comme quand il a demandé à une amie que je connaissais par le biais du softball de l'accompagner au bal, avant de la lâcher pour me suivre toute la soirée. Il m'a même suivi à la soirée après le bal, sans que je le voie vraiment. Une de mes amies m'a dit qu'il était resté derrière moi pendant que je jouais, la caméra le montrant debout là, juste derrière moi, observant. C'est toujours aussi étrange de penser à ça. Et le pire, c'était lors de la remise des diplômes. Lors de la cérémonie du matin, j'ai vu des mains agitées en me croisant, et là, c'était lui. Stalker Kid. Comment il m'a repéré au milieu de tout ce monde, je n'en ai aucune idée. En 2006, durant ma dernière année, tout semblait revenir à la normale. Je n'avais plus de nouvelles de lui. J'ai fini par obtenir mon diplôme, choisir une fac en ville, trouver un job dans un magasin de détail, et enfin, la vie semblait reprendre son cours normal. Puis un jour, je travaille dans le rayon gaming et je vois un mec avec des lunettes,
un petit Mexicain qui traînait dans le magasin sans rien acheter. Mais voilà qu'un jour, Stalker Kid débarque. Je l'ai reconnu tout de suite, il est entré dans le rayon gaming, a commencé à parler avec moi. Je lui ai demandé comment il savait que je travaillais là, et il a répondu que son ami m'avait vu et lui avait dit que nous étions amis. J'ai essayé de prévenir mes collègues, mais il était juste là, et je n'arrivais plus à me concentrer. Heureusement, un collègue de l'informatique est passé, et il a vu la situation. Une fois qu'il m'a conduit en sécurité, j'ai tout expliqué. À partir de là, la sécurité a été mise au courant et devait surveiller ce type. Mais à chaque fois qu'il venait, il me prévoyait et je me réfugiais dans l'arrière-boutique. Les mois ont passé, mais il ne s'est jamais arrêté. Il est toujours revenu dans le magasin, jusqu'à ce qu'un jour, en sortant, je le vois garé à côté de ma voiture. Et là, mon ami a pris la situation en main, a fait semblant d'être mon petit copain, et l'a menacé. Eska a filé tellement vite que j'ai cru qu'il allait se faire dessus. Depuis ce jour-là, chaque fois qu'il venait au magasin, mon ami ne le quittait plus des yeux et il finissait par repartir sans acheter quoi que ce soit. Les années ont passé. Je me suis marié, j'ai déménagé en dehors de la ville, puis récemment, nous sommes revenus ici pour lancer une entreprise. Mais à chaque fois que je suis dans un magasin ou dans une rue, je me sens obligé de vérifier si je vais croiser ce putain de type. Après tout ce temps, il m'a laissé avec des séquelles, de l'anxiété, des problèmes de confiance et une peur qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et je ne connais même toujours pas son nom. Je me suis marié à 18 ans. J'étais une jeune fille assez brillante sur le plan scolaire, mais je manquais cruellement de bon sens. À 20 ans, mon, maintenant ex, mari et moi avons emménagé dans une maison de location dans un quartier assez sympa en banlieue de Chicago. Dans le sous-sol de la maison, il y avait une grande suite pour la belle-mère, où vivait aussi un bon ami à nous, Nick. J'étais alors à mi-chemin de mes études en soins infirmiers. Ce semestre-là, j'avais une rotation clinique très tôt chaque semaine. J'avais 21 ans à l'époque. Je ne suis pas du matin, donc pour maximiser mon sommeil, je commençais à charger tout mon matériel dans ma voiture la veille, sac, livres, et même mon sac à main. Une nuit, avant une clinique, j'ai demandé à mon ex-mari Bobby de prendre un livre dans ma voiture. Il l'a fait, mais a oublié de verrouiller la porte. Le matin suivant, quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai remarqué que mon sac à main avait disparu. J'ai dû déposer une plainte à la police. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que j'avais récemment commencé un nouveau travail comme aide-soignante à l'hôpital, et j'avais encore ma carte de sécurité sociale dans mon portefeuille, encore un mauvais coup de ma part. Peu de temps après le vol, des choses bizarres ont commencé à se produire. On a eu des coups de sonnette à toute heure du jour et de la nuit, quelqu'un a vandalisé les voitures de Nick, de Bobby et de moi avec des graffitis étranges, swastika nazi, pendus, etc., a jeté des œufs sur notre maison, a crevé les pneus de Nick. Au début, on a pensé que c'était juste des farceurs du quartier, mais quand les dommages ont commencé à coûter cher, on a appelé la police. Un jour, Bobby tondait la pelouse et a remarqué des tas de mégots de cigarettes près de la fenêtre de notre chambre. La police est venue, mais n'a rien fait d'autre que de prendre un rapport, et nous a suggéré d'investir dans des alarmes pour les voitures et des projecteurs plus puissants. Quelques semaines plus tard, à 2h30 du matin, je reçois un appel sur mon portable, c'était la police d'une ville voisine. Ils avaient arrêté quelqu'un qui avait ma pièce d'identité sur lui, un certain Craig J. Quand ils lui ont demandé pourquoi il portait la carte d'identité de quelqu'un d'autre, il a prétendu que j'étais sa petite amie. Le policier m'a appelé car mon nom apparaissait dans un rapport de vol. J'ai assuré à la police que je ne le connaissais pas et on m'a dit que je pouvais récupérer ma carte d'identité au poste de police dans les jours suivants. À partir de ce moment, les choses ont vraiment empiré, mais je n'ai toujours pas fait le lien entre tous ces incidents. J'ai commencé à recevoir des messages bizarres sur MySpace ainsi que sur Facebook, venant clairement de faux comptes, avec des messages longs et incohérents. Cette personne a commencé à envoyer des messages à mes amis aussi. J'ai supprimé MySpace et bloqué cette personne sur Facebook, mais de nouveaux comptes apparaissaient sans cesse. D'une manière ou d'une autre, cette personne a eu mon adresse email, et a commencé à m'envoyer des mails. Je n'avais aucune idée de qui il s'agissait, mais il semblait savoir des détails sur moi,
ce qui suggérait que c'était quelqu'un que je connaissais ou qui connaissait quelqu'un que je connaissais. Les messages n'étaient pas ouvertement menaçants, mais suffisamment inquiétants pour que je commence à me sentir mal à l'aise. Une nuit, ma copine Lorraine et moi étions sur le canapé en train de regarder la télé. Bob, le mari de Lorraine, et quelques autres amis étaient sortis pour la soirée. Tandis que nous traînions tranquillement, on a entendu un bruit qui ressemblait à quelqu'un qui secouait la porte du garage. Je vais vérifier, mais il n'y avait rien d'anormal. On avait parfois des problèmes avec des ratons laveurs, alors j'ai mis ça sur le compte de ces animaux. Mais le bruit continuait. Lorraine et moi commencions à paniquer. À un moment donné, le bruit est passé à la fenêtre de la cuisine, on entendait distinctement quelqu'un frapper ou gratter les vitres. On a appelé nos maris, mais ils ne répondaient pas. On hésitait à appeler la police, mais on ne voulait pas paraître stupide. Pendant qu'on débattait, je vois le visage de Lorraine devenir pâle, elle regarde derrière moi. Je me retourne et je vois la poignée de la porte d'entrée bouger. On se lève d'un coup. Lorraine attrape un couteau du bloc de cuisine, je prends un petit marteau dans le tiroir à bric-à-brac. On court vers l'arrière de la maison, où se trouvent les chambres, avec le téléphone portable à la main, et on se barricade dans l'une des chambres, en appelant la police. La répartitrice nous dit de rester en ligne, de déplacer des meubles devant la porte si possible, et que la police est en route. On pousse une commode devant la porte, couteau et marteau en main. On se met d'accord, si cette personne entre avant les policiers, je vise la tête avec le marteau, elle vise le ventre avec le couteau. Les policiers arrivent, frappent à la porte d'entrée en criant « Police ». On voit les lumières rouges et bleues à travers la fenêtre. On quitte la chambre, on laisse entrer les policiers, mais ils ne trouvent aucune trace de quelqu'un ou de tentative d'effraction. Ils prennent un rapport et, pendant ce temps, nos maris nous rappellent enfin, ils rentrent à la maison et la police s'en va. Quelques mois plus tard, un ami proche à nous, Sean, qui rénovait son appartement, avait besoin d'un endroit où dormir avec sa copine. Bob et moi avons accepté qu'il reste dans la 3e chambre de notre maison. La première nuit où Sean est chez nous, on est réveillé à 2 heures du matin par des cris. Bob et moi bondissons du lit et courons dans le couloir, puis vers la chambre de Sean. Sean et sa copine sont éveillés, les lumières allumées, totalement paniqués. L'écran de la fenêtre était coupé et battait dans le vent. Sean nous a dit qu'il s'était réveillé à cause de quelqu'un qui, selon lui, utilisait un couteau pour couper l'écran et essayait de grimper par la fenêtre. On appelle la police, ils viennent et prennent une déclaration. Sean décrit l'individu, un homme blanc, jeune, avec une tête semi-rasée et des cheveux foncés. Les policiers prennent des empreintes et constatent que l'individu correspond à Craig J. À ce moment, je me souviens vaguement de lui. Il était 1 an plus jeune que moi et nous avions fréquenté le même lycée, mais je ne me souvenais pas avoir eu de réelles interactions avec lui. Il vivait à quelques pâtés de maison de chez mes parents. Après avoir discuté avec des connaissances d'école, j'ai appris qu'il avait été considéré comme un type sympa mais étrange, assez discret, qui avait abandonné ses études avant de finir le lycée. Le policier, en apprenant que Sean venait tout juste d'emménager, fait une remarque qui nous glace tous, il n'avait probablement pas réalisé qu'il y avait quelqu'un dans cette chambre et pensait qu'elle serait vide. La police se rend chez lui et l'arrête. Lorsqu'il l'interroge, il leur raconte une histoire complètement folle, lui et moi étions des amants secrets, je l'ignorais, nous avions eu une relation. Il affirmait aussi avoir été invité plusieurs fois chez moi. Je suis sous le choc. Il a été inculpé pour violation de domicile ou effraction et a purgé une peine assez courte, 1 mois peut-être, avec une amende. En attendant, je lui ai fait une ordonnance restrictive. Après sa sortie de prison, je n'ai plus eu de nouvelles de lui. J'ai aussi développé une peur irrationnelle des fenêtres du rez-de-chaussée. À Noël 2010, j'avais 23 ans. Je pensais que tout ça était derrière moi. Bobby et moi avions décidé de divorcer et de prendre des chemins séparés. Nick avait longtemps déménagé. Nous avons résilié le bail, je suis allé vivre dans une banlieue moins agréable, mais avec un loyer plus abordable. Je me suis installé dans un appartement d'un petit immeuble de 4 unités, avec une entrée sécurisée où seul un locataire pouvait entrer avec une clé. Je vivais au 2e étage. À ce moment, j'étais diplômée et infirmière, travaillant dans une maison de retraite.
le printemps et l'été 2011 arrivent. Et les choses recommencent. Appel à mon travail où quelqu'un raccroche, lettre dans la boîte aux lettres réservée au personnel, envoyée sans adresse de retour. Les mails ont recommencé aussi, envoyés de comptes fictifs. Les messages étaient toujours aussi fréquents et bizarres. Cette personne se comportait comme si nous étions de vieux amis, mais je ne l'avais jamais vue avant. Finalement, une nuit, à 2 heures du matin, je suis réveillé par la sonnerie de ma porte. La panique m'envahit immédiatement. Je regarde par la fenêtre et je vois Craig, éclairé sous la lumière du projecteur. Je me mets à pleurer, dans un état semi-éveillé, je cours chez mon voisin, un homme plus âgé et divorcé qui vivait seul. Il descend, confronte Craig et lui dit que la police est en route. Craig prend la fuite. J'appelle la police et je dépose un rapport. Mais les choses ont encore empiré. Mes amis sur Facebook ont commencé à recevoir des messages étranges de Craig. Il leur demandait des informations sur moi, prétendait avoir des nouvelles importantes à me transmettre. Parfois, il changeait complètement de ton et disait que je lui devais de l'argent et que j'avais une dette à rembourser. Mes amis le bloquaient au fur et à mesure, mais cela ne l'arrêtait jamais. Puis, les choses ont pris une tournure encore plus inquiétante, il a réussi à découvrir où vivait ma sœur cadette, qui partageait un appartement en ville avec des amis. Il s'est rendu sur place et l'a confrontée pendant qu'elle était entourée de ses colocataires. Elle a pris peur, ils l'ont mis dehors et ont appelé la police. Comme il n'avait commis aucun crime en soi, ils lui ont seulement conseillé de demander une ordonnance restrictive. Peu de temps après, un nouvel incident s'est produit. Mon jeune cousin, alors lycéen et membre de l'équipe de cross-country, a vu Craig se pointer à l'un de ses entraînements. Mon cousin n'avait aucune idée de qui il était. Craig lui a demandé des informations sur moi. L'entraîneur est intervenu et une altercation a éclaté entre lui et Craig. La police a été appelée, et Craig a été banni du terrain de l'école, mais cela s'est arrêté là. Craig a ensuite contacté l'administrateur de la maison de retraite où je travaillais à l'époque, lui demandant de me parler car il avait des informations importantes à me transmettre. Mon employeur, qui était déjà au courant de la situation, lui a fermement dit de ne pas s'approcher de l'établissement sous peine d'être arrêté pour intrusion. À ce stade, j'étais devenu totalement paranoïaque, ne sachant plus quoi faire. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté pendant un moment. L'été 2012 est arrivé, et je pensais enfin pouvoir tourner la page. J'avais presque 25 ans à l'époque. Une amie à moi, Stacy, qui était aussi l'ex de Sean, est venue vivre temporairement avec moi pendant qu'elle cherchait un nouveau logement. Elle sortait avec quelqu'un à ce moment-là et passait souvent la nuit chez lui. Un jour, j'ai fait un double service au travail, de 7h du matin à 23h30. Vers 15h30, Stacy m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle ne rentrerait pas ce soir-là, qu'elle resterait chez son copain. Quand je suis rentré chez moi vers minuit, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. La porte d'entrée était déverrouillée. Je me suis figé, mal à l'aise. Pensant que Stacy avait peut-être oublié de verrouiller la porte avant de partir, je suis entré prudemment. Mon regard a balayé la cuisine et le salon. Quelque chose me paraissait vraiment étrange. À cause de tout ce que j'avais vécu auparavant, je m'étais habitué à laisser quelques lumières allumées dans l'appartement, même lorsque personne n'était à la maison. Mais là, l'appartement était plongé dans le noir complet. Mon instinct était en alerte maximale. Quelque chose n'allait pas. Je me suis précipité chez mon voisin portoricain du rez-de-chaussée, connu pour ses fêtes bruyantes le week-end. J'entendais justement de la musique venant de chez lui. Je suis entré paniqué et lui ai expliqué la situation. Il m'a regardé comme si j'étais folle, mais il a accepté de monter avec moi. Nous sommes entrés dans l'appartement, et après avoir regardé autour, il n'a rien vu d'anormal, jusqu'à ce qu'il fasse une blague en ouvrant la porte du placard de la cuisine. Et là, figé dans une position accroupie, Craig était là, caché à l'intérieur. Mon voisin a immédiatement plaqué Craig au sol en lui faisant une prise d'étranglement pendant que j'appelais la police. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qu'il comptait faire. La police est arrivée et l'a arrêté sur le champ. Le plus étrange,
c'est qu'il semble qu'il ait profité du fait que la porte d'entrée du voisin ait été laissée ouverte à cause de la fête. Peut-être que quelqu'un l'avait vu entrer et avait supposé qu'il était là pour la fête. Ce qui reste un mystère, c'est comment il est entré dans mon appartement. La seule explication logique est que Stacy, étant originaire de la campagne, avait peut-être oublié de verrouiller la porte en partant. Même après lui avoir parlé, elle a nié, mais c'était la seule manière plausible pour Craig d'avoir pu entrer. Craig a été accusé et condamné pour harcèlement aggravé, violation de domicile, effraction, et d'autres délits. J'ai rencontré ses parents au tribunal. Ils semblaient normaux, dévastés et très désolés. Ils ont expliqué que leur fils souffrait de troubles bipolaires sévères. Quand il est sous traitement, il va bien, mais quand il arrête ses médicaments, il devient complètement instable. Après avoir purgé sa peine, je n'ai plus entendu parler de lui pendant des années, jusqu'en 2016, quand il m'a retrouvé sur Facebook. À l'époque, j'avais presque 30 ans. Je lui ai répondu fermement que tout contact de sa part entraînerait un appel à la police, et que je ne voulais plus jamais entendre parler de lui. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux possibles. Plus récemment, il a même tenté d'ajouter mon mari actuel sur Facebook. Mon mari l'a immédiatement bloqué. À ce jour, je reste paranoïaque. Une fois, je me suis garé près d'un terrain de baseball et j'ai trouvé plus tard une fissure ronde de la taille d'une balle de baseball sur mon pare-brise. Même si c'était probablement un accident, mon esprit a immédiatement pensé à Craig. Cette histoire m'a changé pour toujours. J'ai développé une obsession pour la sécurité. Je verrouille toujours toutes les portes, je vérifie tout 2 fois. 2 fois dans ma vie, tout est parti en vrille parce qu'une porte n'était pas verrouillée, ma voiture, puis mon appartement. En parallèle, Craig a également causé des dommages financiers massifs. Quelqu'un a utilisé ma carte de sécurité sociale pour demander des prestations Medicaid en Arizona et a même obtenu un emploi en utilisant mon numéro. Ils n'ont pas payé d'impôts, ce qui m'a valu un gel d'actifs par l'IRS et un cauchemar administratif pour dénouer cette affaire. Pendant des années, mon crédit a été détruit, et à ce jour, je surveille tous mes comptes comme un faucon. Morale de l'histoire, ne laissez jamais votre sac à main dans la voiture. Verrouillez toujours vos portes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.